De Midi King d'aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Alain Ayedekoun. Il est le directeur résident senior du NDA, Institut national pour la démocratie. Il est par ailleurs le directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la coopération République de Bénin de 2018 à nos jours, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. N'est-ce pas? C'est de 2018 à nos jours. Non, bon, en fait, c'était mes expériences antérieures. Avant de venir ici au Sénégal, j'étais ambassadeur, directeur adjoint de cabinet du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Donc, c'est par rapport à mon profil professionnel. D'accord. En tout cas, M. Ayedekoun, bonjour et bienvenue dans votre émission Midi King. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors Amina, les sujets dont vous allez aborder, nous allons parler du NDA, quelles sont aujourd'hui les missions de NDA. Nous allons également parler du renforcement démocratique, parler également des élections à venir. Quel est le rôle que NDA va jouer dans ces joutes électorales. Et pour terminer, nous allons aborder des sujets qui touchent l'actualité. Effectivement, c'est ça, Guedado. Alors avant tout, je salue M. Ayedekoun pour vous dire bienvenue à notre émission Midi King. Merci. Voilà, alors ma collègue l'a rappelé, ce qu'on va parler c'est de NDA et aussi des élections aussi au Sénégal et aussi la démocratie. Et avant cela, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les missions du NDA, aussi les objectifs spécifiques de l'organisation ici au Sénégal? Ok, le National Democratic Institute, comme cela se comprend, c'est un institut qui est rattaché au Parti démocrate américain. D'accord. Donc, c'est un peu comme quand on parle d'école des partis, c'est pratiquement presque la même chose. Mais le NDA, c'est une institution qui est née, ça fait quand même des années, plus d'une trentaine d'années, et qui œuvre pour la promotion de la démocratie à travers le monde. Donc, particulièrement en Afrique, le NDA est dans les années 80. Dans les années 80, et pour le cas du Sénégal, le NDA intervient au Sénégal depuis les années 1986. Ça fait longtemps alors. Ça fait vraiment très longtemps. Effectivement. Alors, vous voulez promouvoir la démocratie ici au Sénégal. Quels sont les principaux projets que le NDA mène ici au Sénégal? Bon, en fait, comme je l'ai dit, depuis les années 90, le NDA intervient déjà au Sénégal. Et je pourrais dire que la première conférence sur la démocratie, le multipartisme et la démocratie en Afrique, ça s'est tenu ici à Dakar, et avec l'appui du NDA déjà. Et ensuite, dans le cadre de la vitalité démocratique au niveau africain et particulièrement ici au Sénégal dans les années 90, notamment 92, les réformes liées au code électoral de 92, etc. Le NDA s'était retrouvé aux côtés du Sénégal pour avoir ce code. Et à cela s'ajoute la promotion des femmes en politique dans les années 2000. Le NDA était effectivement toujours aux côtés du Sénégal pour ces réformes. Donc c'est une dynamique, mais le NDA intervient principalement, son partenaire principal c'est l'USAID. L'USAID qui nous assiste dans le cadre de nos interventions, particulièrement aussi en Afrique. Donc c'est dans ce cadre que périodiquement, en période électorale ou peut-être en période de grandes réformes, et quand nous sommes sollicités, on est là. Donc le NDA est pour le cycle électoral du Sénégal qui est en train de clôturer. Il y a eu un accord, disons, entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain. C'est quel accord ça? Donc c'est un accord de partenariat pour appuyer le cycle électoral sénégalais. C'est dans ce cadre qu'un accord a été signé entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain. Et l'USAID a sollicité les organisations telles que le NDI, IFES et IRI. IFES, c'est l'Institut international pour la fondation des systèmes électoraux, et pour venir accompagner le Sénégal. Donc on est venu dans le cadre d'un programme intitulé
comme naturalisé, programme Nieti Élection. Nieti Élection, oui, effectivement. Et avec ses grands axes. Et le premier, c'était d'accompagner, d'appuyer les organes de gestion des élections, notamment principalement le ministère de l'Intérieur à travers la DGE. Donc, et là, c'est AIFES qui travaille avec la DGE sur ces questions et d'autres organes comme la Sénat dans une certaine mesure. Et le volet appui à la société civile pour le renforcement de l'observation citoyenne, de l'éducation civique, etc. Le NDI avait en charge de ce volet avec IRI, qui est un institut rattaché aussi au Parti républicain. Et un troisième aspect, un troisième axe qui concerne la prise en compte des différents groupes, notamment les jeunes, les femmes, les personnes handicapés, etc. Oui. C'est la troisième composante pour laquelle nous la couche vulnérable, pour ne pas dire la couche vulnérable. Voilà, bon, vulnérable, mais un peu marginalisé, ce qu'on peut dire, puisque tout le monde, nous sommes tous vulnérables, donc c'est ça, un peu marginalisé, des personnes qui n'avaient pas été prises en compte, et c'est dans ce cadre qu'on fait ça. Donc on a commencé depuis 2021, l'appui pour les élections locales, territoriales du moins, les élections législatives et ensuite l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a appelé ça Nieti. D'ailleurs, c'est dans ce programme-là, Nieti Élection, je vois que vous êtes en collaboration avec la Fédération des syndicats autonomes, mais aussi avec l'Organisation nationale des droits de l'homme. Oui. En fait, le partenaire local du NDI, c'est le COS. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections, avec qui nous travaillons pour non seulement l'éducation civique et électorale, mais également l'observation citoyenne. Et dans l'organisation même du COS, il est prévu deux volets très importants, c'est-à-dire l'observation du processus électoral depuis le début et ce qui les a poussés d'abord ce qui les a poussés d'abord à, premièrement, déployer d'abord 46 observateurs, ce qu'on appelle les observateurs à long terme, dans chaque département pour voir le processus électoral, les préparatifs, comment ça s'est déroulé jusqu'au jour du scrutin et un peu après le scrutin. Et ça, c'est un volet particulier qui permet d'informer aussi bien les acteurs du processus électoral, ceux qu'on appelle les parties prenantes au processus électoral, mais également les citoyens ainsi que les organisations qui s'intéressent, etc. Donc ces 46 sont des travailleurs à plein temps en période électorale. Et pendant le jour du scrutin, particulièrement, les dispositions sont prises pour animer ce qu'on appelle situation room, qui est souvent installé au niveau de Radisson Blu, où on déploie dans chaque bureau de vote, dans des bureaux de vote échantillonnés et des observateurs à court terme et qui voient comment le processus s'est déroulé, les opérations de vote particulièrement. Pour la transparence. Voilà, et les résultats sont transmis et partagés. Donc, vous êtes même invité pour la prochaine fois, le 17, si vous êtes là. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ale Guedado. Monsieur Aye Dekoun, qui parle de démocratie, parle certainement de politique. Aujourd'hui, quel regard avez-vous du landerneau politique sénégalais, surtout en cette période de campagne? Je crois que pour ce niveau, je crois que le Sénégal constitue une belle, comme on dit, une belle expérience au niveau africain. Et d'abord, c'est aussi une fierté d'être ici au Sénégal et de vivre ces événements particuliers où, c'est-à-dire ce que je vais dire, le génie sénégalais, où on échange beaucoup, on discute beaucoup, mais on trouve toujours vers la fin la formule de se retrouver pour qu'au lendemain, les institutions continuent de fonctionner et pour que les citoyens puissent aller et en paix dans leur boulot respectif. En gros, oui, c'est une dynamique. Et on ne peut pas dire que la politique a ses élans et depuis les indépendances jusqu'à maintenant, nous voyons l'évolution et ça varie. Mais il y a une particularité au Sénégal. Oui, à un moment donné, ça fait peur. Tout le monde s'inquiète par rapport au déroulement. Où est-ce qu'on... Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, au finish, les Sénégalais se retrouvent entre eux. Donc, je crois que c'est une fierté. Et puis, c'est un témoignage quand même au niveau africain. C'est important, nous devons quand même renforcer. Il est vrai, ce n'est pas
en permanence d'être toujours inquiet et de se faire peur, mais il faut trouver les moyens pour que effectivement la démocratie sénégalaise soit renforcée et pour qu'elle puisse continuer à faire tâche d'huile au niveau, ou bien faire école au niveau de la sous-région où il y a un peu de turbulence démocratique en ces périodes-ci. Alors, juste, vous l'avez dit tout à l'heure, en période électorale, vous envoyez des observateurs, entre autres. 46. Oui. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans le processus ou bien dans l'accompagnement du processus électoral? Okay. Bon, juste pour revenir sur les 46, ce sont ceux qu'on envoie pour observer le processus électoral. Maintenant, le jour du scrutin, ceux qui sont déployés, qui varient, et le COS a la tradition. Le COS a eu, par exemple, envoyé des fois 400 observateurs dans les bureaux de vote. Ça, c'est des bureaux de vote échantillonnés qui leur permettent d'avoir les informations essentielles sur le déroulement des opérations de vote. Ça, c'est le premier aspect. Dans d'autres cas, ils envoient jusqu'à 1000 observateurs, ainsi de suite. Donc, ça varie en fonction des résultats qu'on veut, des échantillonnages qu'on a fait. Ça, c'est le premier aspect. Mais les 46, quand on les déploie dans les départements, ils y vont avec des grilles d'observation. Pour voir comment d'abord les organes, les structures décentralisées des organes de gestion, notamment puisque l'expérience du Sénégal, c'est l'administration qui organise les élections. Donc, ils se rapprochent effectivement par exemple des CEDA, se rapprochent aussi des gouverneurs, des préfets, pour voir d'abord comment le processus se déroule. Ça, c'est le premier aspect. L'autre élément aussi, ils peuvent se rapprocher pour voir les violences liées, les violences électorales, les discours qui sont tenus, etc. Ça n'a pas un volet de sanction, mais c'est de renvoyer ces informations pour que, au niveau central, le COS, à travers, ce qu'on appelle ses plénipotentiaires, puisse rapidement interagir auprès, par exemple, de la DGE ou bien de la Direction générale de la police ou de la Sénat pour dire, dans telle localité, il y a une situation, essayer d'agir, etc. Donc, c'est un mécanisme pour accompagner le processus électoral, c'est un mécanisme pour consolider la démocratie, etc. Donc, il y a la question des droits de l'homme, la question de la corruption électorale, la question liée à l'utilisation des moyens de l'État pendant la campagne électorale, le respect des droits, particulièrement le respect des droits des femmes aussi, et la prise en compte des surtout les femmes leaders, femmes leaders, femmes candidates, etc. Et voir aussi si effectivement il y a la distribution des cartes d'électeurs, par exemple, c'est un aspect qu'ils observent aussi sur le terrain et qui nous renvoie. Donc, ils partent sur la base d'une grille d'observation et ils renseignent et ça permet effectivement d'accompagner, de faire des décisions. Ce que le COS est en train de prévoir et qui va sortir très bientôt, il appelle ça un livre blanc. Et ce livre blanc, c'est l'ensemble des recommandations, ce qu'ils ont constaté, etc., qu'ils essaient de formuler dans ce document livre blanc qui sera transmis aux autorités dans le cadre des réformes liées au processus des réformes pour aider à la consolidation du système électoral sénégalais. D'accord. Alors, en période électorale, parfois on voit des citoyens, par exemple, qui disent qu'on ne va pas aller voter parce que je n'ai pas de candidat, je n'ai pas de quelqu'un qui peut me rassurer. Alors, quelle est la contribution du NDA en matière de sensibilisation et aussi d'éducation civique pour encourager le vote citoyen? Donc, pour revenir, ce sont des préoccupations, effectivement, que nous, particulièrement l'USAID aussi l'a intégré dans le cadre de la signature de cet accord avec le gouvernement. Donc, il est prévu, ou ce que nous faisons, c'est d'abord renforcer les organisations de la société civile au niveau local et ce qu'on appelle les fêtières. On met des subventions à leur disposition, de petites subventions à leur disposition pour procéder aux questions d'éducation civique, d'éducation électorale, pour permettre à ce que ces organisations sensibilisent
les jeunes, les femmes, les personnes âgées, pour que ces personnes participent effectivement au processus électoral. Si vous voulez changer les choses et que vous avez l'âge et admis, il faut voter pour exiger à ce qu'on... Voilà, pour changer les choses. Si vous ne votez pas, ceux qui ont voté, ils votent pour leurs partisans et ils seront au pouvoir. C'est exactement. C'est d'ailleurs ce qui fait que dans la compétition électorale, les gens présentent leur programme pour mobiliser leurs électeurs. Et si vous êtes citoyen libre, vous ne vous engagez pas, vous ne votez pas, vous allez subir. Alors, pour que la démocratie puisse vivre, effectivement, les citoyens doivent se trouver dedans, doivent être pris en compte nécessairement. Donc, nous avons, pour les locales, non, surtout pour les législatives dernières, nous avons eu à mettre, en plus des subventions mises à la disposition du COS, le collectif des organisations de la société civile, nous avons sélectionné des organisations de la société civile et qui ont bénéficié des financements pour faire ce relais. Et ces organisations... vous passez par les organisations? Oui, c'est important parce qu'eux, ils sont en milieu local. Ils sont plus proches. Si nous prenons la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, par exemple, elle a été bénéficiaire en continu des subventions pour faire de la sensibilisation. Si nous prenons Guidiouaï, ils frappent les jeunes là qui font de la musique urbaine, etc. On a bénéficié des subventions de Forum du Justiciable, etc. COSIDEP, non pas GRADEC a bénéficié d'autres organisations, etc. Mais COSEF, effectivement, a bénéficié, ainsi de suite. Donc, nous essayons, même Handicap et du FORM, qui est une organisation qui s'occupe un peu des personnes vivant avec les personnes handicapées, voilà, pour qu'ils soient pris en compte. C'est même la fédération, eux, ils travaillent avec une grande fédération qui permet de sensibiliser aussi les gens. D'accord. Alors, en vous entendant parler, vous mettez les femmes, les jeunes au cœur de vos préoccupations. Alors, comment le NDA aide-t-il ces jeunes et ces femmes-là à s'engager davantage dans le processus politique sénégalais? Oui, à titre de rappel, vous voyez la loi sur la parité, etc. Depuis les années 2000, etc., le NDA était déjà en soutien aux femmes. Aux femmes, donc beaucoup de femmes à l'Assemblée ou bien au niveau des postes de responsabilité et ont été effectivement des partenaires du NDA. D'ailleurs, COSEF, nous venons... il y a de cela peut-être 2 semaines, nous étions avec le COSEF dans le cadre d'un atelier d'appui aux femmes candidates pour les élections législatives anticipées. Également, on était avec l'ONP, l'Observatoire national de la parité, et il y a de cela environ 2 mois ou 3 mois pour évaluer effectivement la mise en œuvre de cette loi et aussi évaluer la participation pour les... Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est respecté ou il y a quelque part où c'est pas respecté? En partie, la loi est mise en œuvre, mais il faut que les acteurs et les responsables chargés de l'exécution aussi soient sensibilisés. C'est un peu... Parce que la priorité, oui, la loi est là, les textes sont là, mais il faut les appliquer dans le fond comme dans la forme. Et à cela s'ajoute aussi qu'au niveau des compétences, effectivement, aussi il faut rechercher, il faut renforcer aussi la compétence des femmes aussi à la base, surtout les femmes engagées, pour que ces femmes, effectivement, quand elles se retrouvent à l'Assemblée, effectivement, qu'on puisse se rendre à l'évidence que, bon, ils défendent une cause et qu'elles ne sont pas seulement ici, pour les femmes. En politique, c'est pour les mobilisations ou pour accompagner un leader, alors qu'il y a des femmes compétentes qui vraiment peuvent avoir des places importantes au niveau de l'Assemblée. Oui, bon, c'est une partie de l'interprétation, sinon il y a de la qualité. Hein. Oui, il y a de la qualité. Il ne faut pas se leurrer, il y a de la qualité, il y a de la compétence, et il faut leur donner l'opportunité pour effectivement se rendre à l'évidence que, oui, et comme on dit, il y a de la transpiration, mais c'est juste les poils qui ne permettent pas de le voir. Sinon, il y a de la qualité, et nous, dans notre démarche actuellement, en travaillant avec COSEF, en travaillant avec l'ONP, c'est effectivement commencer par appuyer davantage, faire ce soutien, ce coaching pour permettre à ce que les femmes soient aussi
bien représentées à l'intérieur des Et d'ailleurs, c'est votre une dernière activité que vous avez organisée. Avec les femmes candidates et pour les prochaines. Même aussi travailler beaucoup plus aussi avec les partis politiques pour que les femmes émergent aussi. Parce que si vous notez, il y a peu de femmes qui sont chefs de partis politiques actuellement dans le positionnement sur les listes. Généralement, si vous n'êtes pas le leader, on ne vous trouve pas comme tête de liste. Donc, il faudrait effectivement renforcer, appuyer ces femmes pour qu'elles soient en mesure de se donner ces capacités, à savoir être femmes, disons, être à la tête de leur institution et effectivement et faire des listes leur permettant de se positionner. Mais il faut l'avouer, le Sénégal est à un niveau quand même très acceptable par rapport à la sous-région. Le Sénégal n'est pas à la traîne. Le Sénégal, ici, il y a de l'expérience, disons, à profiter de l'expérience qui peuvent servir de faire des témoignages très positifs par rapport. Mais maintenant, il faut y aller plus loin. Il faut aller plus loin. Oui, il le faut. Il le faut parce que tout le temps, vous entendez les femmes se plaindre parce que, comme dans le gouvernement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes et elles se plaignent tout le temps de ça. Oui. Bon, mais la qualité, ce n'est pas aussi... il y a une analyse qu'il faut relativiser par rapport à ça et celui qui a été élu, disons, à son programme. Oui. Et donc, nous, on n'est pas des donneurs de leçons, mais on appuie. Tant qu'on peut essayer d'amener à une amélioration, on le fera. Donc, nous, on n'a pas un avis particulier à donner par rapport à ça, mais comme on dit, le développement genre, c'est au niveau de tout le monde. Effectivement. Alors, oui, Aïcha Guedado. Au vu de cette situation, vous pensez que le Sénégal peut avoir à la tête du pays une femme? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Il y a eu des femmes qui ont été candidates, donc c'est parce qu'elles se sentent capables. Donc, le processus peut être lent, mais ça viendra. Ça viendra la veille. Ça viendra. Alors, quand on parle d'élections, on va avoir des élections libres, transparentes, pacifiques. Alors, cette campagne a été ouverte dans la violence, parce que comme vous l'avez constaté ici à Dakar, il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu aussi des attaques par-ci, par-là. Alors, quelle amélioration le NDI propose pour garantir des élections libres, transparentes et pacifiques dans le futur? Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal a sa particularité aussi. Et dans le cadre du programme Nieti, effectivement, nous avons un volet qu'on appelle médiation, donc de facilitation. Et nous avons un comité qu'on appelle le comité ad hoc de facilitation. C'est un comité présidé par le douanier Alin Tune, qui est le fondateur de Africa Jom Center. Et nous avons le professeur Babaka Gueye qui travaille avec lui. Donc, ce comité ad hoc est composé aussi bien de ses responsables, donc le COS IR et Africa Jom. Oui, nous avons aussi le secteur privé. À cela s'ajoute aussi la Confédération des syndicats autonomes. Donc, toutes les organisations sont représentées. Et car lorsqu'on sent une situation difficile, effectivement, on intercède. Donc, ce comité ad hoc a eu à rencontrer à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur, rencontre les autorités pour leur permettre effectivement de baisser pour éviter l'escalade. Donc, c'est toujours dans la même démarche. Oui, les élections, la genèse des élections, c'est toujours les conflits. Et il faut travailler à ce que chaque acteur, chaque partie prenante du processus électoral puisse se rendre compte que il y a une vie après les élections, donc nous n'avons pas besoin de nous diviser autant. Mais dans une compétition, il faut ça. Mais particulièrement, vous savez, de 2021 à 2024, oui, le Sénégal a vécu une situation très difficile, il faut être honnête, mais le Sénégal, ils ont trouvé ce sursaut national, interne, qui a permis effectivement d'atténuer la crise. Et s'il y a un message à dire, c'est que
que le Sénégal ne peut pas basculer, ça c'est clair et net. Et vous avez des institutions, à savoir les acteurs sociaux et aussi qui intercèdent. Nous travaillons aussi avec le QDIS. Qui s'occupe qui au niveau religieux, effectivement, essaie d'intercéder. Également avec le clergé, Caritas, etc. Et tout ça, ce sont des acteurs avec lesquels nous allons poursuivre ou nous poursuivons les échanges de manière à ce que le calme puisse venir. Mais dans tous les cas, et je crois que les acteurs politiques ont une responsabilité pour effectivement travailler et ramener la paix, et ainsi que le gouvernement aussi, qui est, vous savez, la puissance de l'État, quand même, c'est normalement au profit des citoyens. Effectivement. Alors, juste la dernière question, on est presque à la fin de l'émission. Promouvoir la démocratie au Sénégal, c'est votre préoccupation. Alors, comment le NDA collabore-t-il avec d'autres organisations internationales, mais aussi locales, pour promouvoir ce que j'appelle la démocratie? Oui, la plupart d'abord des institutions qui interviennent sur les questions de démocratie sont nos partenaires ici. Dès que nous sommes arrivés, nous avons essayé de faire le pont avec tous ces différents acteurs qui interviennent de manière à ce que pour mutualiser les efforts, ceci pour éviter une dispersion des ressources, ça c'est un. De l'autre côté, au niveau des organisations, au niveau local, effectivement, nous avons dit le partenaire local, c'est le COS avec lequel le collectif avec lequel nous travaillons. Mais même vous, de la presse nous avons développé un programme avec vous, à savoir atténuer la désinformation. Effectivement, je crois que votre directeur a été, le modérateur de notre atelier de capitalisation. Donc, vous comprenez. La presse. Voilà, donc nous avons travaillé avec la presse, le milieu religieux, les femmes, donc tous ceux qui peuvent influencer positivement ou promouvoir la démocratie, nous avons travaillé et nous restons toujours. Mais est-ce que vous avez travaillé avec les Badianougor, parce que c'est important? Oui, et je peux vous le citer, nous l'avons fait, et tout récemment on était à Ziguinchor et à le nom Oussouye, c'est ça? Oussouye, oui, voilà, on a été là-bas aussi, et également de l'autre ville qui a à frontière avec la Gambie, et Bignona. Pour rencontrer aussi. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons mis personne en rade. On travaille avec tout le monde pour permettre à ce que effectivement on puisse, et c'est ça notre démarche, puisque le NDI, pour information, nous avons des bureaux dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Nous avons des bureaux, que ça soit malgré la situation des pays de l'AES, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, nous avons, en Côte d'Ivoire, nous avons des bureaux. Même à côté, ici en Gambie, nous avons donc, c'est une démarche d'appui à la démocratie, et puis il n'y a pas un prototype de succès qu'on puisse dire, mais on peut approcher. On peut approcher, et c'est ça aussi, la démocratie. Toujours essayer et donner la parole aux citoyens pour que les gens ne se sentent pas marginalisés, parce que la violence naît du fait qu'on n'arrive pas à faire une communication horizontale, etc. C'est important. En tout cas, merci pour vous. Et merci à vous. Merci à vous. Mais juste une question. Comment trouvez-vous le Sénégal, la Teranga? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la vivez? Oui, pourquoi pas. J'ai du plaisir à être ici au Sénégal, et surtout que j'ai beaucoup d'amis. J'ai une équipe formidable autour de moi, donc c'est toute une famille. Et donc, comme vous aussi. Donc, on n'a pas tort de dire Sénégal, pays de la Teranga. Non. Le Sénégal, vraiment, c'est une expérience. Il y a une particularité et il y a une richesse à tous les niveaux qu'il faut essayer quand même de renforcer pour permettre à ce que, comme on dit, l'église au milieu du village, il faut toujours poursuivre le travail à ce niveau pour renforcer la démocratie, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Monsieur Ayadou Koune, ça a été un grand plaisir quand même de faire face à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci. Le plaisir est partagé, Amina. L'invité, c'était Monsieur Alain Ayadou Koune. Il est le directeur résident senior de l'Institut national pour la démocratie. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. léegi bu jógee ñu daal di dalal Ibrahima Lissa Faye ngir rek daal di dem ci jàngatu bis bi léegi lay doon gannaaw bu suñu gan jógee.